Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce midi afin d'assister au dîner causerie sur la gériatrie, plus particulièrement sur les nouvelles réalités qui modifient nos méthodes et nos approches. Donc, j'aimerais vous présenter nos 4 panélistes d'aujourd'hui. Tout d'abord, Madame Louise Mallet, qui est professeure retraitée de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Nous avons également Madame Stéphanie Dano, professeure adjointe en sciences infirmières à l'Université de Montréal et diplômée de sciences infirmières en 2010 et plus récemment en 2020 pour son doctorat. Docteur Mireille Norris, professeure adjointe de médecine à l'Université de Toronto et diplômée de médecine en 93. Et docteur Sandra Verdon, qui est dentiste conseil pour le ministère de la Santé et des Services sociaux et diplômée de médecine dentaire en 2010. Donc, je laisse à présent la parole à Madame Mallet afin qu'elle vous explique plus particulièrement ses centres d'intérêt en gériatrie. M'entendez, oui? Oui. Oui, bon. Ben bonjour. Moi, je suis, comme on l'a dit, je suis Louise Mallet. Je suis professeure titulaire de clinique à la faculté de pharmacie, puis aussi je suis pharmacienne en gériatrie au Centre universitaire de santé McGill, donc un poste conjoint université et milieu clinique. Donc, faire une longue histoire courte. Quand je suis arrivée à la faculté de pharmacie, il fallait qu'on ait des champs d'intérêt. Et je suis allée à ce moment-là à l'Université de la Géorgie pour comprendre c'était quoi la gériatrie et avoir une expertise dans ce domaine-là. Donc, avec le docteur Jim Cooper, ça commençait la gériatrie dans ce temps-là. J'ai fait 2 ans de spécialisation en gériatrie pour venir à la faculté de pharmacie. Donc, moi, mon intérêt, c'est la bonne utilisation des médicaments chez les personnes âgées. Et on pourra définir tantôt c'est quoi une personne âgée à travers la discussion. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Madame Dano, à présent. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Puis ça me fait plaisir d'être là avec vous ce midi.
J'ai une carrière peut-être moins grande que Madame Mallette qui a présenté juste avant, mais quand même, je peux présenter mes centres d'intérêt, mon expertise. En fait, j'ai deux axes de recherche principaux, si on veut. Le premier concerne les soins palliatifs de fin de vie. Ça nous intéresse peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais le deuxième est effectivement en gériatrie, où je m'intéresse au vieillissement de la population, mais surtout dans un contexte de troubles neurocognitifs. Spécifiquement, je m'intéresse aux pratiques à mettre en place pour favoriser le maintien des activités extérieures, des personnes qui ont un trouble neurocognitif. Donc, aller à la caisse, à l'épicerie, aller prendre des marches, aller à des rendez-vous, continuer notre travail, notre bénévolat, etc. Donc, c'est ce que je fais en ce moment pour que ces personnes-là puissent profiter, ou en fait pour réduire l'isolement de ces gens-là le plus longtemps possible. Donc, voilà. Merci beaucoup. Docteur Verdon, c'est à votre tour. Oui, même chose pour moi. Merci beaucoup Solange. Merci beaucoup à l'Université de Montréal aussi d'offrir cette opportunité-là et de me retrouver avec d'autres femmes très inspirantes. C'est toujours très apprécié. Donc, de mon côté, mon intérêt pour la en médecine dentaire, on appelle ça la gérodontologie, a pas été inné chez moi, à vrai dire. J'avais pas été beaucoup exposée là lors de mes études là à tout ce qui entoure la médecine dentaire et les personnes vieillissantes. Donc, c'est en sortant de l'Université de Montréal en 2010, là, quand je suis venue pour aller en pratique privée conventionnelle, que j'ai senti un petit sentiment d'impuissance quand venait le temps de traiter une personne âgée, plus particulièrement une personne en perte d'autonomie. Donc, c'est un peu dans ce sentiment d'impuissance-là que je me suis vraiment plus intéressée là, à orienter ma pratique là, vers les populations vieillissantes. Parce qu'on s'entend que des personnes qui vivent avec des incapacités ont de grands problèmes bucco-dentaires qui peut empêcher là, une bonne alimentation, qui peut nuire à sa santé globale, qui peut entraîner aussi de l'isolement social. Donc, c'est un peu dans ce sentiment-là que j'ai vraiment voulu là, développer mon expertise de ce côté-là. Donc, j'ai vraiment concentré ma pratique depuis 2016 là, auprès des personnes âgées. J'ai créé une clinique mobile pour aller intervenir auprès des personnes là, directement à leur domicile ou en établissement. Donc, mes principaux intérêts là, en dentisterie gériatrique, là, c'est surtout de revoir tous les modèles de prestation de soins dentaires auprès des personnes en perte d'autonomie, en trouvant des nouvelles façons de pratiquer la médecine dentaire afin de diminuer les inégalités en matière d'accès. Donc, plus particulièrement, là, c'est aussi favoriser des corridors de services plus efficients pour les personnes en perte d'autonomie, intégrer et supporter la télédentisterie là, dans les pratiques dentaires. C'est aussi encourager nos professionnels là, à devenir des professionnels dentaires que j'aime de qualifier d'amis des aînés. Donc, comment faire en sorte qu'ils puissent intégrer, là, dans le fond, assurer l'accès là, aux personnes vieillissantes dans leur pratique et faire reconnaître là, la santé dentaire comme faisant partie intégrante là, de la santé générale et globale. Très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Merci. On a perdu Dr Norris, mais elle va revenir. Simple problème technique de connexion. Donc, pour le moment, avant sa présentation, on va passer aux questions de groupe et puis lorsqu'elle va revenir avec nous, on va pouvoir la présenter. Oh, elle vient d'arriver. Bonjour, Madame Dr Norris. Bonjour, je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques. Pas de problème. Écoutez, je vous laisse vous présenter en quelques minutes vos intérêts en gériatrie et pourquoi. Merci. Alors, j'ai gradué de l'Université de Montréal en 93 et je suis venue à Toronto pour spécialiser en gériatrie après avoir poursuivi la médecine interne à l'Université de Montréal. J'ai aussi poursuivi une maîtrise en administration d'hôpital et un certificat en qualité des soins. Et, ici, ça fait déjà 28 ans que je fais de la médecine hospitalière. Je fais de la consultation, que ce soit à l'hôpital en médecine interne ou les cas de chirurgie, de traumatologie, les grands brûlés, et aussi la clinique de mémoire et la clinique des chutes. Plus récemment, j'ai été interpellée à offrir des services en français chez les aînés atteints de troubles de mémoire. Alors, récemment, on a développé une clinique de mémoire francophone avec le Centre francophone de Toronto depuis déjà 6 ans.
Et la moitié de ma population là est afrodescendante et les autres sont francophones de race blanche, que ce soit originaires de France, du Québec ou du nord de l'Ontario ou d'autres parties de l'Europe. Alors, récemment, j'ai fait des petites études pour constater les besoins en minorité linguistique des francophones dans le milieu anglophone. Et ce qu'on a vu, une petite étude conduite cet été, 8 participants, la moitié de race blanche, la moitié de race noire, c'est que beaucoup de nos francophones qui sont de race blanche sont bilingues. Alors, ils sont capables de naviguer les services de santé gériatriques dans les 2 langues. Tandis que les francophones afrodescendants sont souvent maîtrisent pas bien l'anglais. Elles sont francophones et ils parlent une langue africaine. Elles sont d'autant plus dépendants des services du Centre francophone à Toronto et leurs aidants naturels ont un réseau social beaucoup plus petit. Alors, ils ont beaucoup plus de stress vis-à-vis des problèmes associés avec la démence. Et parce qu'ils sont tellement dépendants des services francophones, ils n'ont pas accès à l'ergothérapeute, par exemple, où les services sont en anglais. Ou quand il s'agit du support aux aidants naturels par les travailleurs sociaux, ils n'ont pas accès à ces services en français. Alors ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, d'essayer d'offrir des services à la minorité linguistique francophone à Toronto et chez les gens qui sont afrodescendants. Merci beaucoup. Et merci, mesdames, de manière générale pour vos présentations. Alors, maintenant, on va passer aux questions de groupe qui se veulent vraiment et qui veulent s'adresser à tout le monde. Première question, pour mettre les bases. Selon vous, comment définir une personne âgée de nos jours? Par son âge, par son état de santé, etc. Je donnerai la parole on va y aller par ordre alphabétique, à Madame Dano, pour commencer. Oui, merci. En fait, c'est une question intéressante et je n'ai pas de réponse à cette question parce que, en fait, j'ai une réponse qui est multifactorielle. Puis, je pense que ça dépend beaucoup du contexte. Il y a eu des études, il y a eu plusieurs études, en fait, où on posait la question aux gens, c'est quoi être vieux puis à quel âge on est une personne âgée. Puis, on a constaté, en fait, que la réponse variait selon différents critères, le genre, l'origine culturelle, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart, dans plusieurs études, en fait, les gens, plus on avançait en âge, plus qu'on repoussait l'âge où on considérait devenir une personne âgée. Et ça, c'est la réponse un peu plus générale. Pour ce qui est de comment moi je le définis dans mon contexte de recherche, de pratique d'enseignement, en fait, ça aussi, ça dépend. Ça va dépendre de ce que je vais chercher, ça va dépendre beaucoup, ça va être quoi ma problématique, si on veut, ou le phénomène à l'étude. Donc, encore une fois, j'ai malheureusement pas de réponse. Des fois, puis dans des études récentes, on avait fixé à 65 ans l'âge de la personne âgée. Certaines autres études, ça va être 75, 85, ça dépend vraiment de notre sujet de recherche. Donc, malheureusement, j'ai pas une réponse pour clarifier la question qui est d'ailleurs excellente. Je comprends. Madame Mallet, aimeriez-vous ajouter quelque chose à ça? Oui, moi, dans ma pratique, on définit la personne âgée, c'est une personne autonome, donc sans comorbidité. On a quand même des personnes, c'est vraiment pas l'âge, là, c'est vraiment pas sur l'âge qu'on définit la personne âgée. Donc, autonome, sans comorbidité, en bon état de santé, donc fit en bon français. Après ça, on a la personne qui est partiellement dépendante avec des comorbidités, donc on peut l'appeler une personne vulnérable. Et après ça, on a la personne dite fragile. Donc, il y a des limitations fonctionnelles et cognitives. Puis aussi, il peut avoir des syndromes gériatriques. Donc, avec ces définitions-là, on peut avoir des objectifs thérapeutiques pour les médicaments qui sont prescrits. Donc, la personne fit, peut-être que pour la tension artérielle, la valeur qu'on va viser va être différente que la personne âgée dite fragile. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on enseigne à nos étudiants là, au niveau de prescrire ou de faire le suivi des médicaments. Merci. Et du point de vue de la médecine, Dr Norris, aimeriez-vous préciser?
Non, je pense que quand on regarde les études randomisées qui essaient de vraiment utiliser des chiffres, ils vont dire, bon, on a les jeunes vieux de 65 ans à 85 ans, puis on dit qu'une personne est très vieille à 85 ans et plus. Et il y a certains gériatres qui spécialisent dans l'étude des centenaires. Mais comme la personne juste avant moi a souligné, la notion de fragilité est vraiment une notion très importante et il y a des indices d'évaluation de la fragilité qui sont utilisés pour aider à cibler les thérapies, que ce soit le contrôle de la glycémie, que ce soit le contrôle de la pression artérielle. Alors, il y a âgé par rapport à un chiffre qu'on utilise quand on fait des études pour inclure certaines cibles de gens. Et il y a la réalité de la pratique médicale où l'état de vulnérabilité, en utilisant l'indice d'évaluation de la vulnérabilité, est utilisé pour cibler les approches thérapeutiques. C'est quelque chose de différent de l'âge. Oui. Parfait. Et docteur Verdon, par rapport à la dentisterie? Je trouve ça super intéressant, les conversations, puis voir les différentes perceptions là, au niveau de qu'est-ce qu'une personne âgée, quand est-ce qu'on devient vieux. C'est vrai que théoriquement, si on prend au niveau gouvernemental ou peu importe, c'est souvent associé à l'âge de 65 ans. Au niveau dentaire, je dirais qu'il y a un processus normal là, du vieillissement de la personne au niveau bucco-dentaire, que ce soit au niveau histologique, pathologique, que ce soit au niveau anatomique. C'est sûr qu'il y a un processus de vieillissement qui est fait. Ceci dit, on voit que les principales maladies arrivent souvent avec la perte de l'autonomie de la personne. Donc, je dirais qu'au niveau dentaire, là, on va vraiment voir l'adulte en son entièreté de 18 à 99 ans. Mais quand on arrive plus tard, avec le vieillissement, vient souvent des incapacités et c'est là qu'on va voir des détériorations au niveau, dans le fond, de la santé bucco-dentaire d'une personne. Et si je peux faire juste un petit commentaire, là, une petite parenthèse aussi, au niveau dentaire, là, souvent, on va caricaturer quelqu'un là qui est vieux avec une personne qui a pas de dents. On va souvent le dessiner là, dans les cartoons, une personne complètement édentée. Peut-être qu'auparavant, c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment là, dire parce que si on monte en 2008, il y avait environ 40% de notre population de 65 ans et plus qui était édentée. Par contre, c'est vraiment une statistique là, qui tend beaucoup à diminuer avec le temps. Donc, en date d'aujourd'hui, là, on parle là, d'une population d'environ 25% là, qui est édenté complet. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de dents. Et si la tendance se maintient, là, on s'enligne vers quelque chose autour de 10% en 2035. Donc, sans être une génie de la statistique, là, on sait que notre population vieillissante augmente beaucoup. Notre taux d'édentation complet diminue beaucoup aussi. Donc, dans un avenir très rapproché, on va avoir beaucoup de vieilles dents à traiter en tant que dentiste. Donc, ça va être vraiment important d'adapter nos pratiques là, dans ce sens-là. Et particulièrement pour nos personnes en perte d'autonomie, là, qu'on voit une détérioration à vitesse grand V de leurs conditions bucco-dentaires. Donc, c'est une petite parenthèse que je voulais spécifier à propos des vieilles dents de nos personnes aînées. Merci. Mais ça m'amène justement à la deuxième question. Comment avez-vous dû adapter vos recherches ou vos approches à cette nouvelle réalité? Commençons par vous, docteur Gérard. On parlait de moi. Donc, oui, moi, pardon. Écoutez, moi, de mon côté, c'est ça. Tu sais, j'ai vraiment... quand j'ai vu là, l'état de santé bucco-dentaire des personnes en perte d'autonomie, ça m'a vraiment choquée, bouleversée. Hein? C'était vraiment des conditions bucco-dentaires que je qualifie de catastrophiques. Puis quand on demandait quelles étaient les principales barrières aux soins, hein, parce qu'il y a beaucoup de barrières aux soins qui viennent en vieillissant, oui, il y avait tout l'aspect pécunier financier. On se le cachera pas, les soins bucco-dentaires, c'est encore des services payants au Québec. Mais malgré tout ça, il y avait beaucoup de mes patients que c'était une barrière physique. Donc, c'était difficile pour eux de se déplacer en clinique dentaire, que ce soit parce que la clinique dentaire était mal adaptée à leurs besoins.
et aussi le peu de services aussi développés en établissement ou des services développés à domicile. Donc, de mon côté, j'ai vraiment essayé de trouver une façon de pouvoir aller les voir là où est-ce que c'était le plus facile. Donc, aller les voir que ce soit à domicile ou en établissement. Donc, j'ai vraiment adapté ma pratique pour essayer d'avoir une pratique mobile où est-ce qu'avec tout l'équipement, là, on se rendait directement au chevet du patient. Et je vous dirais, ça a apporté vraiment beaucoup de bénéfices là, pour ces derniers, là, que c'était difficile d'aller chercher le soin là, à l'extérieur là, de leur domicile. Et Madame Mallet, vous, comment avez-vous dû adapter vos approches suite à la nouvelle réalité, justement? Ben, disons que moi, je l'ai appris avec mon maître à penser quand je suis allée aux États-Unis en Georgie. Je cherchais une personne qui faisait de la gériatrie sur le terrain, donc j'ai appris à m'occuper de personnes âgées, pas un dossier. Donc, c'était la première chose qu'on m'a montré que derrière ce dossier-là, il y avait une personne. Puis je pense que j'ai vu la dernière qu'on m'a dit personne qui était noire, de race noire, qui était comment on les appelait dans ce temps-là, là, qui avait pas il n'y avait pas de droit, là, par exemple. Là. Donc, une des dernières personnes noires qui était dans notre centre, qui avait 100 ans, qui était centenaire. Donc, moi, j'ai appris avec un maître à penser qui m'a montré comment évaluer une personne âgée. Puis c'était pas un dossier qu'on avait là, c'était une personne. Et dans ma pratique, je disais toujours aux étudiants, laissez vos papiers là, puis allez voir qui est-ce qui est dans le lit là-bas, là. Donc, allez voir à qui vous avez affaire. Donc, moi, c'est comme ça que je réponds à la question de c'est quoi la vieillesse, là? Ben, merci beaucoup. Docteur Norris, vous, comment avez-vous dû adapter vos approches? Ben, vous avez déjà commencé à en parler beaucoup par vos recherches, mais pouvez-vous développer un petit peu? Oui, merci. Je veux juste dire que je suis très touchée là, par le commentaire de dire que on approche la personne plutôt que la maladie. Alors moi, je suis doublement certifiée médecine interne et gériatrie. Et dans la médecine interne, c'est vraiment l'emphase sur la maladie, la physiologie, les médicaments, le prognostic, l'investigation. Et quand j'enseigne la gériatrie, je dis, plutôt que de s'intéresser à la maladie que la personne a, on veut plus s'intéresser à la personne qui a la maladie parce que selon ses valeurs, son état fonctionnel, l'approche vis-à-vis de la maladie des médicaments va changer. Et puisque on est dans la gestion des maladies chroniques, on a des gens qui ont survécu plusieurs maladies, qui ont été évalués de plusieurs façons, qui ont rencontré plusieurs médecins, qui ont eu plusieurs interventions. Alors, ils sont maîtres de leur expérience avec la maladie et nous informe. C'est c'est quelque chose qui nous amène beaucoup d'humilité. En tant que spécialiste dans un grand centre universitaire où il y a beaucoup d'emphase sur la recherche et des fois, on perd la vue d'ensemble. Alors, dernièrement, je me suis en fait retirée un petit peu plus du centre exceptionnel. Et aujourd'hui, je suis dans un foyer de personnes âgées, dans un milieu socio-économique plus bas, où est-ce que la population est très racialisée et où on a 37 lits pour les francophones. Alors, j'ai été plus interpellée maintenant pour aller chercher les plus marginalisés parmi nos aînés qui sont déjà frêles et compromis au niveau fonctionnel et qui ont beaucoup de comorbidités. Naturellement, ils ont une grande prévalence de démence. Mais là, maintenant, on ajoute l'élément racial puis l'élément de minorité linguistique. Ça demande beaucoup d'effets de collaboration avec les intervenants, mais aussi avec la famille, aussi avec le système. Alors, comme spécialiste, on est souvent retiré du quotidien des patients. Mais moi, j'aime beaucoup travailler en équipe avec les médecins de famille. J'aime beaucoup travailler en équipe avec les infirmières. J'étais physiothérapeute avant de faire la médecine. Alors, j'ai trouvé que j'ai beaucoup plus d'impact en allant au chevet des malades, en me déplaçant pour m'immiscer avec l'équipe multidisciplinaire, en travaillant en collaboration avec les médecins de famille, que ce soit dans leur cabinet
où je me rends au centre francophone, ou que ce soit au foyer de longue durée, où je fais la tournée avec le médecin de famille. Alors, c'est comme ça que j'ai vraiment évolué ma pratique. Merci beaucoup. Et puis, Madame Dano, vous, comment avez-vous dû adapter vos approches? Oui, il y a déjà beaucoup d'excellents points qui ont été nommés. Peut-être que je pourrais ajouter au niveau du soutien aux personnes âgées. Si on recule de quelques décennies, il y a deux phénomènes, si on veut, qui se sont modifiés. Le nombre d'enfants. Avant, je sais pas, nos parents, grands-parents avec 4, 5, 7, 10, même plus d'enfants. Donc, en termes de soutien, on avait plus de personnes qui pouvaient offrir du soutien aux parents qui devenaient âgés au moment où ils en avaient besoin. Donc, c'est une chose qui est différente maintenant. D'ailleurs, j'ai une collègue, Anne Bourbonnais, qui mentionnait dans une discussion sur le sujet récemment que même maintenant, des fois, il y a plus de parents que d'enfants, puisque des fois, les parents se sont divorcés, remariés ou etc. Donc, des fois, on se retrouve avec un enfant, 4 parents. Donc, il y a comme une pyramide qui s'est inversée. L'autre point, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes et de personnes âgées qui demeurent seules. C'est un phénomène plus marginal, si on veut, auparavant. Maintenant, si je me souviens bien, il y avait presque 20% des personnes âgées qui demeuraient seules. Donc, en termes de soutien, si avant, on s'attendait, je sais pas, la personne est hospitalisée pour un problème de santé X, elle a besoin d'un soutien mineur ou plus grand à la maison, on prenait pour acquis que c'était la famille, les enfants qui allaient faire ça, le conjoint, etc. Et maintenant, il faut porter une attention à ça avant de soit renvoyer les gens chez eux ou en fait, quand on va réfléchir au soutien à mettre en place, c'est pas certain qu'il va y avoir des gens qui peuvent offrir le soutien. Des fois, il y en a, est-ce qu'ils peuvent offrir le soutien aussi grand qu'ils en ont besoin? C'est pas nécessaire, c'est pas toujours le cas pour toutes les personnes âgées. Donc, c'est une nouvelle réalité à réfléchir et à s'assurer avant de renvoyer quelqu'un à la maison ou peu importe que les services nécessaires soient en place. Bon, parfait. Je rebondis sur une question pour vous tout de suite, qui peut être un peu délicate. On entend parfois dire d'une personne âgée qu'elle a mal, mais que c'est normal parce qu'elle est vieille. C'est la vieillesse. Qu'est-ce que vous leur répondriez en tant que spécialiste? On l'entend beaucoup, puis en fait, on le fait nous-mêmes. Peu importe l'âge, des fois, je me lève, puis je me dis, mon Dieu, j'ai mal dans le dos, j'ai vieilli, ou peu importe. C'est ça, c'est une réflexion c'est une pensée âgiste qui sort de notre société, hein, d'une société qui a développé ou une pensée âgiste aussi, puis on l'applique sur nous-mêmes. Il y a plusieurs impacts de l'âgisme, mais notamment, ça va retarder la recherche de soutien ou de soins. Si c'est normal que j'ai mal dans le dos ou mal aux dents ou peu importe, peu importe quel problème que je rencontre, que je sais pas, je sois essoufflée, que je sois un petit peu confuse, que j'ai oublié des choses, c'est normal, c'est parce que je suis âgée. Ça va retarder. C'est une demande de soins ou donc puis ça va retarder une prise en charge, puis peut-être même un soin qui pourrait remédier à une situation quelconque ou en tout cas au moins d'avoir du soutien. Aussi, c'est comme une forme d'auto-agisme sur nous-mêmes, mais aussi ça a un impact au niveau de la prise en charge des professionnels qui pourraient avoir le même type de pensée. Je pense entre autres à une personne âgée qui présenterait une confusion. Puis le professionnel pourrait prendre pour acquis ou se dire c'est normal, elle a 97 ans, mais non, c'est pas normal. Puis c'est important d'investiguer, d'évaluer davantage tout ça. Donc non, les mots qui nous affligent sont pas sont pas normaux parce que on est plus âgé. Ça diminue notre pouvoir d'agir, ce type de pensée-là. Puis je pense que toute problématique qu'on rencontre, peu importe quel âge on a, ça vaut la peine d'aller rechercher un soin ou un soutien quelconque. Puis ça se peut, il y a un processus de vieillissement qui peut faire en sorte qu'il y a qui peut avoir des problématiques qui peuvent survenir, puis on peut rien y faire, mais au moins on s'est assuré que justement il y avait pas quelque chose qui pouvait être mis en place pour améliorer notre quotidien puis notre qualité de vie. Donc non, c'est pas parce c'est pas normal parce qu'on est plus âgé qu'on ait mal dans le dos, qu'on soit un peu confus ou peu importe. Non, ça fait pas partie du vieillissement normal.
Parfait, merci d'avoir démystifié la question. Docteur Verdon, de votre point de vue? La gestion de la douleur en niveau bucco-dentaire, là, c'est un défi de tous les jours là, en dentisterie gériatrique. Est-ce que c'est normal d'avoir mal? La réponse est non, hein, comme Stéphanie a dit d'entrée de jeu. Non, il faut pas accepter une douleur là, quand on vieillit. Ceci dit, pour un professionnel bucco-dentaire cerné, là, la cause de la douleur peut être très difficile, là, surtout chez les personnes ayant des pertes cognitives là, ou d'autres problèmes de santé. Donc, c'est vraiment un défi de tous les jours. Donc, il y a vraiment un processus normal du vieillissement. Par contre, ce processus normal de vieillissement-là ne cause pas de douleur là, au niveau bucco-dentaire. Et souvent, ces douleurs-là sont... comment je pourrais dire, on peut les prévenir, là, ces douleurs-là. C'est souvent associé à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. On le sait qu'en vieillissant, on a des pertes au niveau physique, au niveau cognitif. Donc, faire son hygiène quotidienne de tous les jours, c'est extrêmement difficile pour ces personnes-là. Donc, c'est comment nous, en tant que professionnels, aider les proches aidants, aider les professionnels non dentaires à faire la promotion d'une bonne hygiène bucco-dentaire, adopter des mesures préventives comme l'utilisation d'une pâte dentifrice à haute teneur en fluor pour diminuer le risque carieux d'une personne, offrir aussi des alternatives exemple à la brosse à dents traditionnelle, aller vers une brosse à dents électrique, utiliser des manches plus gros pour que la dextérité soit meilleure. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place de façon préventive pour vraiment réduire là, les manifestations et les maladies bucco-dentaires d'une personne âgée, surtout une personne en perte d'autonomie. Donc ça, je pense que c'est un point super important là, pour qu'est-ce qui est de la gestion de la douleur chez nos personnes âgées. Puis souvent les personnes, si on parle par exemple en CHSLD, des fois il y a des manifestations comme une perte d'appétit, difficulté à manger, même une désorientation, puis on a de la difficulté à savoir quelle est la cause, mais la cause bucco-dentaire n'est pas à être écartée là, dans ces situations-là. Il y a beaucoup de douleurs associées à la bouche chez ces personnes-là, puis c'est important là, de prendre ça en considération. Merci. Madame Mallet, et vous, qu'en pensez-vous? Ben, moi, je suis d'accord avec les collègues. D'avoir mal. Je suis d'accord avec les commentaires des collègues. Moi, je voudrais peut-être ajouter un point que souvent, nos personnes âgées vont peut-être aller s'acheter des produits en vente libre sans prescription et souvent, ça peut causer des problèmes, interactions, etc. Donc, c'est bon de achat sur Internet. Moi, j'ai déjà eu des patients qui se commandaient des quantités épouvantables de eux-mêmes, là, de produits sur Internet qui n'étaient pas recommandés, en fait. Donc, je pense qu'il faut poser des questions puis voir qu'est-ce qu'ils prennent. Il n'y a pas juste des médicaments prescrits, il y a des médicaments sans prescription en vente libre sur Internet, comme j'ai dit tantôt. Puis nos personnes âgées sont de plus en plus... c'est de moins en moins difficile pour eux autres d'aller sur Internet. Ils sont plus informés que moi. Donc, c'est dans ce sens-là que je réponds à la question. Non, mais c'est un très bon point, effectivement. L'achat sur Internet peut être dangereux et il n'y a pas autant de contrôle. Donc, vous avez tout à fait raison. Docteur Norris et vous, est-ce normal qu'une personne âgée ait mal? Oups, on l'a perdu? Non. Votre micro, s'il vous plaît. Oui. En fait, il y a 3 points qui me viennent en tête. Alors, la question, c'est est-ce normal? Hein? En fait, avec le vieillissement, il y a des changements par rapport à la réaction inflammatoire et moins violente. Alors, une personne âgée peut se blesser et aura pas autant de rougeur, aura pas autant d'enflure. Et il peut y avoir des maladies qui sont associées avec des changements dégénératifs du système nerveux. Et la personne, en fait, peut avoir une blessure et ne pas sentir la douleur. Alors, il y a cet élément-là qui, des fois, est surprenant que devant une blessure, une fracture, une infection, il y a un retard vis-à-vis de la quête d'aide, en partie parce qu'au niveau physiologique, il y a des changements qui
amenuise la réaction inflammatoire et il peut avoir associé des maladies, une désensibilisation des nerfs. Ça, c'est la partie biologique. Au niveau psychosocial, comme ma collègue a mentionné, il y a de plus en plus de libéralisation de l'accès aux médicaments à travers l'Internet. Mais il y a, par exemple, en Ontario, ce qui est différent du Québec. Il y a des magasins où le cannabis est en vente libre presque à tous les coins de rue. Alors, l'accès au cannabis est beaucoup plus libre en Ontario qu'au Québec. Et j'ai des personnes âgées qui ont des bonbons de cannabis, qui ont des petits gâteaux de cannabis, qui utilisent CBD à l'huile et qui ont des complications alors qu'ils essaient d'alléger leur douleur, d'autant plus que l'accès aux médecins de famille est vraiment compromis ici en Ontario. Et de plus en plus, essayer de soulager la douleur sans qu'il y ait intervention d'un spécialiste ou d'un médecin de famille, ça cause un problème. Il y a des problèmes structurels. Alors aujourd'hui, je suis en foyer de longue durée, un foyer qui a une très bonne réputation, une bonne cote, mais l'institution même au niveau structurel a moins de ressources, moins d'infirmières, moins de médecins et est taxée par la nouvelle loi sur les soins de longue durée qui met une grosse charge sur le personnel au niveau administratif. Alors, j'ai fait la tournée ce matin avec le médecin de famille et ce qui arrive, c'est qu'on voit une personne, elle a de la douleur, mais au niveau structurel, on a des barrières qui affectent notre habilité à offrir des médicaments. Oh, ce médicament, c'est pas couvert par le gouvernement. Oh, il va falloir contacter la famille pour que la famille paye pour ce médicament. Oh, on n'a pas les ressources pour administrer les médicaments. Alors, il y a des problèmes structurels, des problèmes aussi au niveau du procédé pour livrer le soulagement qui amène à un manque on se retarde à offrir des services pour soulager parce qu'il y a trop de barrières. Alors, c'est pas seulement l'agisme au niveau psychologique, mais c'est au niveau structurel, au niveau des procédés pour aider à soulager la douleur de la personne âgée. C'est très navrant, c'est très triste. Oui. Absolument. Vous nous avez déjà parlé qu'une bonne partie de vos recherches est axée sur la différence de traitement entre francophones et anglophones à Toronto, mais également de personnes de couleur et les caucasiens. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, s'il vous plaît? Et bien sûr, la question s'ouvre également aux autres si vous aimeriez poser des questions à Dr. Norris. Oui, merci de m'aider de pouvoir parler de ça parce que c'est un sujet qui est sensible. Hein? Alors, on est en Amérique du Nord, mais surtout au Canada et en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, il y a eu tout le legs de l'esclavage. Hein? Alors, avec l'esclavage, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'il y a eu des médecins esclavagistes. Hein? Alors, ces médecins esclavagistes ont influencé les doctrines médicales. Ils ont écrit des livres, ils ont fait des expériences sur les esclaves. Et ça s'est immiscé dans les livres de médecine et ça a créé une médecine racisée. Où est-ce qu'il y a eu des connaissances qui ont été associées avec la race comme si la race c'était une notion biologique. Alors, quand il s'agit de la douleur, par exemple, il y a des fausses notions qui se sont propagées dans la médecine, comme quoi que les personnes de race noire ont la peau plus épaisse, ils peuvent tolérer la douleur de mieux que les gens qui sont de race blanche. Et il y a approche qui est moins sympathique vis-à-vis d'alléger la douleur des gens de race noire. Et il y a des croyances que ces gens-là cherchent à consommer des opiacés, par exemple. Et ça s'est immiscé dans les connaissances de la médecine de façon sournoise. Alors, c'est plus récemment que les gens ont compris que la notion de race est une notion sociale. En fait, que c'est une façon de catégoriser les gens pour donner accès à des services ou non. Et c'est le legs de l'esclavage, surtout, ça a été plus propagé aux États-Unis parce qu'à cause de la dépendance de la main-d'œuvre au niveau de l'agriculture. Alors, quand ici, en Ontario, ce qu'on voit plus, ce sont des immigrants, des réfugiés.
Et il faut se rappeler qu'au Canada, pour être accepté dans l'immigration, il y a des points. On doit avoir des critères pour être éligible à l'immigration. Beaucoup de ces immigrants-là avaient des maîtrises, étaient médecins, étaient hautement qualifiés, bien placés dans leur pays. C'est ce qui leur a permis de venir au Canada. Mais une fois qu'ils viennent au Canada, et ça, c'est les statistiques que vous pouvez vérifier, ils n'ont pas accès à des travaux qui sont en ligne avec leur formation, ils sont surqualifiés et sous-payés, et ça crée une pauvreté. Alors, ce qu'on voit chez les personnes de race noire âgées, c'est vraiment l'effet de la pauvreté qui complique les soins médicaux et qui affecte la charge des soins, et on ajoute l'élément psychosocial où le réseau social est diminué. Et ça, on n'a même pas besoin d'ajouter le racisme là-dedans. Déjà, on a des gens qui vont être plus hypothéqués, et avec l'histoire du racisme, du legs, du traumatisme de l'esclavage, on va avoir des personnes de race noire qui vont pas avoir confiance au système de santé, qui vont arriver avec des complications beaucoup plus avancées et retarder la cherche d'aide. J'ai parlé trop, là. Non, c'est très intéressant, puis c'est une réalité, puis c'est triste. J'ai le goût de relancer la balle à Madame Mallet, parce que vous avez étudié aux États-Unis, vous avez mentionné avoir travaillé avec votre mentor qui s'intéressait aux personnes de race noire. Pour reprendre vos mots, j'ose pas. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Madame Mallet, ou si les autres panélistes aimeraient rebondir. Ah ben moi, ça fait quand même quelques années là que j'ai fait ma formation en gériatrie. Je vous dirais que moi, je le voyais pas avec mon précepteur, là, cette différence-là. Je pense que tout le monde était au même niveau. Donc, moi, ça n'a jamais été pour moi, puis dans l'environnement où j'étais, mais je peux comprendre que ça existait aussi. Donc, et je dois vous dire que des fois, je me révoltais selon les commentaires que j'entendais, là. Ça fait quelques années. J'espère que ça a changé, là. Mais donc, comme quoi, qu'est-ce que vous entendiez? Est-ce que ça se fait? C'était des commentaires pas très polis. Okay. Puis moi, je me promenais aussi, j'étais en Georgie, je me promenais, j'avais ma voiture, puis des fois, les fins de semaine, j'allais me promener dans différents quartiers, différentes petites villes, puis là, le monde me disait, va pas là, tu vas te faire attaquer, puis écoute, je me ferai attaquer, qu'est-ce que tu veux, mais je me suis jamais fait attaquer, là. Donc, tu sais, c'est ces commentaires-là qui venaient des gens de là-bas. Moi, j'arrive du Canada avec une autre culture, etc., une autre mentalité. On est des francophones, des Acadiens, puis encore là, le mot acadien, on a fait notre chemin en bon français, là, donc vous voyez à peu près d'où je viens. Donc pour moi, c'était pas une barrière à aller vers ces gens, vers cette population-là. Là. Puis juste une parenthèse, il y avait j'avais joint la chorale, et la personne à côté de moi, c'est une personne de race noire qui était ténor, puis moi je chantais aussi ténor, donc j'avais cette personne-là avec qui j'ai appris beaucoup là, tu sais, à travers les périodes de chant, là. Donc en tout cas, j'espère que toutes ces barrières-là sont tombées là. C'est un processus. Je pense aussi que vous étiez en Géorgie, parce que l'histoire est très, très différente. Il y a vraiment un legs très pesant de l'histoire de l'esclavage en Géorgie, étant donné que leur économie, c'est une économie vraiment principalement d'agriculture. Maintenant, Atlanta est une des villes où est-ce qu'il y a le plus de gens noirs de race qui sont bien nantis et qui sont un exemple de succès. Et l'université Emory, c'est une université de très haut calibre. Et alors, il y a eu des changements vraiment importants. J'ai parlé comment est-ce qu'en Ontario, on a une très forte population de race noire qui sont en fait immigrants.
Comme immigrants dans leur pays, ils avaient des doctorats, des maîtrises et ils sont francophones. Ici, ils sont pas capables de parler anglais et ils sont pas capables de travailler dans le domaine où qu'ils avaient en Afrique ou dans les Caraïbes. Alors, ils sont d'autant plus démunis. C'est une réalité sociale différente. Mais merci d'avoir partagé cette expérience-là avec nous. Docteur Verdon, vous aviez levé rapidement votre main? Oui, dans le fond, là, ce qu'on discute depuis tantôt, c'est vraiment les barrières à l'accès aux soins. On voit que les barrières à l'accès aux soins est vraiment hyper multifactorielle. Madame Norris vient d'en nommer un parmi tant d'autres. Au niveau bucco-dentaire, on a beaucoup de barrières là, à l'accès aux soins bucco-dentaires. Tantôt, j'en ai nommé moi aussi quelques-uns, notamment l'aspect financier. J'ai parlé de l'accès physique, mais il y a un aspect aussi qu'on oublie parfois. Moi, je m'intéresse beaucoup à la gériatrie, mais je m'intéresse beaucoup aussi aux populations marginalisées, notamment les personnes en situation d'itinérance pour qui c'est vraiment difficile là, d'aller recevoir des soins bucco-dentaires. Souvent, ces personnes-là, ils ont de la difficulté à trouver un endroit où est-ce qu'ils se sentent acceptés, où est-ce qu'ils vont ne pas avoir le jugement du professionnel qui vient le traiter devant lui. Donc, je pense qu'au niveau bucco-dentaire, là, justement, d'adapter nos pratiques auprès de ces populations-là devient évidente là, et super importante, et d'assurer là, que toutes nos interventions soient sans jugement là, auprès de cette clientèle-là. Présentement, là, il y a on a la RAMQ là, au Québec qui couvre certains soins bucco-dentaires, notamment ceux pour les prestataires de dernier recours. Et malgré la gratuité des soins, pour une grande partie des soins curatifs et même pour l'examen, même certains soins préventifs, il y a seulement 50% de la population qui va rechercher le besoin en question parce que justement, ils ont peur du jugement, c'est difficile pour eux de se sentir bien dans le milieu de soins dans lequel ils se retrouvent. Donc, je pense que pour les personnes âgées aussi, c'est peut-être aussi le même phénomène. Donc, c'est important que ces derniers se sentent acceptés dans leur entièreté. Et tantôt, on a dit que c'est une personne complète. Effectivement, depuis tantôt, je parle de la bouche, des dents, mais ça fait partie d'un tout, là. C'est une personne à part entière et ça fait partie d'une santé globale, là, autant physique, cognitive. Donc, c'est important, ça aussi, d'en faire part. Merci beaucoup. Écoutez, si vous le permettez, je passerai maintenant aux questions du public parce que on est assez populaire. Notre première question s'adresse principalement à Madame Dano. La question vient de Sonia Nento. Bonjour, je suis conseillère en soins infirmiers en milieu d'hébergement pour personnes aînées et étudiante à la maîtrise en faculté de sciences infirmières. J'effectue un mémoire de recherche sur le rôle de l'infirmière dans ces milieux. Quelle est votre opinion sur le rôle actuellement occupé par les infirmières dans les approches de soins et quelle est votre vision de ce qui doit être davantage développé au niveau du rôle infirmier pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées en milieu d'hébergement? C'est une excellente question qui mérite une réponse de mémoire. Oui. Mais en fait, il y a plusieurs... C'est très, il n'y a pas une réponse unique parce que les milieux, comme vous le savez, varient beaucoup aussi, et les professionnels en soins infirmiers varient aussi. Je pense on l'a vu dans les médias avec la pandémie aussi. Ça a été difficile. On a vu les ratios infirmières, des ratios infirmières, patients ou résidentes impossibles, là, qui, je pèse mes mots, là, qui minent un peu la qualité des soins et l'autonomie de la pratique infirmière. Je pense que les infirmiers et infirmières ont un rôle essentiel et même presque central en soins de longue durée, en CHSLD. Ce sont parmi les professionnels qui sont le plus présentes. Je pense que le rôle est quand même déjà le rôle qu'on devrait ou qu'on voudrait qu'il soit mis de l'avant. Il est quand même de mieux en mieux défini. Par contre, je pense qu'il y a des obstacles organisationnels et d'autres obstacles aussi qui font en sorte que c'est pas partout qu'on est capable effectivement d'occuper cet espace-là
pour différentes raisons. Donc, c'est une question très, très complexe à laquelle je pourrais pas répondre complètement dans le cadre du dîner causerie, mais on pourra se reparler de toute façon. Mais c'est ça. Je pense que souvent un rôle infirmier qu'on voudrait ou qu'on devrait occuper, il est quand même défini. Ça veut pas dire qu'on peut pas améliorer les choses. Ça veut pas dire qu'il y a pas du travail à faire. Puis aussi, des fois, dans l'optique ou dans l'espace de collaboration inter ou multidisciplinaire, il y a des réflexions à avoir aussi. Par contre, je pense qu'il faut réfléchir à la façon pour être capable de mettre ça en place dans la réalité. Mais c'est une excellente question, puis je comprends l'intérêt de la maîtrise. Parfait. Je pense que quelqu'un va vous écrire après la conférence. Ici, j'ai une question qui s'adresserait en priorité à Madame Mellet, mais tout le monde qui s'adresse à tout le monde quand même. Qu'arrive-t-il avec la prévention chez la personne âgée? Madame Mellet? Je vais laisser le docteur Norris commencer. OK. Docteur Norris, qu'arrive-t-il avec la prévention, s'il vous plaît, chez les personnes âgées? Et en fait, moi, je dis souvent qu'une personne âgée en santé, c'est une personne souvent qui a pris soin de sa santé toute sa vie. Alors, la prévention, selon moi, ça débute vraiment avec l'enfance. C'est au niveau société. Moi, je suis en 63. Je me souviens de l'emphase à l'école des activités physiques, des activités artistiques, de l'accès à certains suppléments nutritionnels à l'école. Alors, je pense que pour qu'on puisse vraiment avoir une personne âgée où est-ce que les notions de prévention se poursuivent dans l'âge, il faut que ça débute vraiment avant qu'on soit âgé. Alors, des conditions comme l'ostéoporose, ça se prévient avec une bonne nutrition, l'exercice, on acquiert un capital osseux. Alors, à ce moment-là, le déclin qui va arriver avec l'âge, l'inflammation, les changements hormonaux va être moins rapide si on a acquis un bon capital osseux. Même chose au niveau démence. Si on sait qu'un des facteurs qui peut aider, c'est l'instruction, être bilingue, parler plusieurs langues, ça retarde le déclin cognitif. On accumule une réserve cognitive. Si on fait la prévention, la perte de vue, qu'on fait le dépistage de la surdité, qu'on fait le dépistage de l'apnée du sommeil, qu'on contrôle la haute pression, toutes ces interventions-là qui dépendent d'un système de santé primaire qui est bien supporté au niveau des infirmières, au niveau des médecins de famille, au niveau de la santé publique, on va avoir une population âgée plus active en santé. Alors, je pense qu'il y a des enjeux politiques ici, puis des enjeux économiques, des enjeux de société. Si je peux me permettre, je pense que votre dernier point est important. Je pense que personnellement ou de façon individuelle, en effet, si on prend bien soin de nous, on va probablement... Ça fait partie de la prévention, mais en pensant aussi, puis tout le monde le nommait un peu à sa façon, les déterminants de la santé font en sorte que, puis les obstacles, les barrières à l'accès aux soins font en sorte que, oui, je voudrais bien manger, par exemple, ou peu importe, là, avoir accès à un soin X, ou un test, un examen de prévention, mais il y a des barrières parfois qui font en sorte que je peux pas y avoir accès pour X raisons. Tantôt on parlait d'immigration puis des personnes âgées qui se retrouvaient dans la pauvreté malgré une éducation et pour différentes raisons, mais ces gens-là vont avoir plus de difficultés à porter ou poser des actions de prévention. Puis ça, c'est une responsabilité ou peut-être une responsabilité partagée, mais je pense que la société a quelque chose, un rôle à jouer là-dedans au niveau de favoriser l'accès à tout ça, mais aussi de jouer sur les différents déterminants de la santé. Quelqu'un aimerait ajouter autre chose? Moi, je rajouterais peut-être... à un moment donné, il faut réévaluer les médicaments, là. Il arrive un temps où est-ce qu'il faut voir est-ce qu'il en a encore besoin, puis faire un plan, il faut en discuter avec le patient ou la famille, là.
et faire un plan d'arrêt des médicaments, puis expliquer le pourquoi aussi à nos patients. Si je peux rajouter juste un petit quelque chose, moi aussi, s'il vous plaît. Je pense qu'est-ce qu'on vient de discuter, il y a une expression que j'aime beaucoup, que tout est dans tout. Hein? On s'aperçoit que tout est interrelié. Puis la prévention, je pense que c'est important qu'on ne le travaille pas en silo, chacun de notre côté, mais vraiment dans un aspect d'interdisciplinarité aussi. Si on prend par exemple l'alimentation, ça va avoir des impacts au niveau de la santé, oui, de la personne âgée, mais ça va avoir un impact aussi sur la santé dentaire. Si on pense juste à l'alimentation riche en sucre, ça va créer de la carie, ça peut créer de l'obésité. Indirectement, au niveau médicaments, je devine que de votre côté, il y a de l'absorption qui se fait moins bien au niveau du médicament pour telle raison. Donc, je pense que c'est important que ce volet préventif-là, on le travaille, oui, chacun de notre côté, mais surtout tous ensemble pour pouvoir obtenir là, quelque chose d'optimal là, pour le patient, en fait. On fait ça pour notre patient. Ah ben merci mesdames. La prochaine question s'adresse justement à vous, docteur Gendron. Non, je suis désolée. Avez-vous des conseils aux aidants naturels ou aux préposés pour l'hygiène dentaire chez les personnes démentes ou en perte d'autonomie qui ne sont pas capables de le faire elles-mêmes? Et en particulier sur les effets des médicaments à la propriété anticholinergique, je viens d'apprendre un mot, sur la santé bucco-dentaire. Ça aussi, c'est un cours, je pense, qui mérite une conférence à elle seule, là, tous ces aspects-là. Si vous voulez bien, je vais répondre plus particulièrement là, à comment accompagner les proches aidants et les intervenants en milieu de soins là, pour pouvoir prendre soin de la santé bucco-dentaire des personnes en perte d'autonomie. Sont autonomes plus qu'on le pense. Hein. Souvent, ces personnes-là avec des pertes cognitives, surtout en ce qui a trait au niveau de la mémoire procédurale. Là. Exemple, brosser les dents, c'est une action qu'ils ont faite pendant plusieurs années auparavant. Donc, de vraiment maximiser leur capacité à pouvoir se brosser les dents elles-mêmes et d'assurer leur autonomie le plus longtemps possible. Donc, c'est sûr qu'on est là pour les accompagner, on est là pour peut-être leur rappeler comment faire et intervenir à la suite de ça, si jamais là il y a des lacunes de ce côté-là. C'est sûr que ça reste un traitement invasif. Hein. On vient jouer dans la bouche d'une personne. C'est pas toujours évident de le faire. De mon côté, j'utilise toujours des méthodes holistiques, là, chanter des chansons, utiliser un objet réconfortant lors du soin. Là, je pourrais en nommer tout plein, là, être accompagné à s'assurer que c'est fait durant la bonne heure, pas le réveiller durant la sieste pour pouvoir procéder, vraiment y aller selon le rythme du patient. Donc, il y a diverses techniques là, qu'on peut procéder, mais je dirais vraiment focusser sur l'autonomie le plus longtemps possible de votre patient. Il est plus capable que vous pensez de le faire, puis vraiment d'y aller vers du renforcement, puis vraiment... ayez confiance en vous aussi. Hein? Le nombre de fois là, qu'on me dit « Ah, tu seras jamais capable », finalement, on est capable de le faire aussi. Je pense que ça on le transmet hein, quand on est anxieux ou stressé vis-à-vis un soin vers une personne en perte de démence, perte cognitive. Donc, faites-vous confiance, allez-y doucement, puis on peut pas gagner à chaque fois non plus. Il faut accepter des fois que ça ne fonctionne pas aussi. Là. C'est plate, mais il faut l'accepter aussi. Puis pour être anticholinergique, je laisserais Madame Mallette répondre à cette question-là. En fait, il y a des médicaments qui ont des effets secondaires donc ils ont des propriétés anticholinergiques. Donc, ça veut dire rétention urinaire, bouche sèche, constipation, etc. Donc, l'effet du médicament par lui-même peut causer ces problèmes-là. Donc, souvent, on essaye d'éviter cette classe de médicaments-là chez nos personnes âgées pour donner une molécule qui ne cause pas ces problèmes-là. Puis c'est certain que être constipé, puis rétention urinaire, etc., là, ça peut aussi causer d'autres problèmes comme la confusion, etc. Là. Donc, c'est peut-être pas des médicaments qu'on va favoriser dans un premier temps. Donc,
on enseigne ça, on enseigne ça à nos étudiants aussi dans nos facultés, là. C'est quoi les médicaments anticholinergiques, c'est quoi les effets secondaires, etc., etc. Donc, c'est pas une classe privilégiée chez nos personnes âgées. D'accord. Et pour faire du pouce rapidement, là, il y a énormément de médicaments qui causent, je pense, la bouche sèche. Donc, on appelle ça la xérostomie. Là, c'est la sensation d'un peu de papier sablé à l'intérieur de la bouche. Donc, malheureusement, des fois, la substitution de médicaments n'est pas possible. Là, Madame Mallette, corrigez-moi, mais des fois, c'est impossible de pouvoir faire une substitution de médicaments. Donc, à ce moment-là, exemple, là, les infirmières peuvent amplement adapter leur plan thérapeutique là, avec des solutions de rechange comme sucer des glaçons ou s'assurer que les lèvres sont bien hydratées par un bombe à lèvres et d'autres techniques comme ça. Mais ouais, c'est une grosse problématique là. La bouche sèche, en vieillissant, souvent associée à la prise de la médication. Là, c'est un symptôme qui est très fortement rapporté là, chez nos personnes âgées. Ben, je remercie naturellement mes panélistes, mais c'était une question de Pauline Desrosiers. Donc, merci Pauline, très très pertinent pour votre question. Alors, maintenant, nouvelle question. Tout d'abord, merci beaucoup. Avec le soutien et des barrières, comme par exemple le besoin d'amener soi-même à un rendez-vous une personne âgée, pensez-vous qu'un jour les hôpitaux pourront s'adapter et offrir des services en soirée afin d'éviter que les aidants naturels soient absents au travail? Question politique, mais selon vous? Je peux répondre. Moi, de mon côté, au niveau non, c'est selon tout le monde, pardon. Au niveau bucco-dentaire, je dirais la fenêtre d'opportunité de coopération aux soins, par exemple, d'une personne avec une perte cognitive est très courte. Hein? Ça m'étonnerait qu'au niveau soirée, 7 heures, 8 heures, 9 heures, son niveau de collaboration serait bon. Donc, de ce côté-là, mais je peux comprendre là, que c'est très déplaisant pour une personne là, qui est proche aidant, qui est en milieu de travail, de devoir s'absenter. Est-ce que offrir, là, je lance ça de même comme idée qui vient de me sortir suite à la discussion, des congés payés, proches aidants, pour pouvoir accompagner ces personnes-là durant les heures de travail, peut-être que ça serait une opportunité là à prendre. Je pense que ça serait une idée peut-être qui serait pertinent. Sauf que, comme je disais, les rendez-vous de soirée, je pense que c'est plus difficile là, au niveau collaboration là, du patient. Oui, absolument. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait ajouter quelque chose? Moi, ça peut se faire par appel téléphonique, c'est certain. Maintenant, avec les Zooms, on peut peut-être voir aussi le patient avec la famille, etc. Mais puis bon, c'est certain que moi, je faisais des visites à domicile aussi, là, donc on peut se déplacer comme intervenant aussi, puis aller à domicile, puis voir le patient. Oui, moi, si je parle de mon domaine, où est-ce que je suis en médecine spécialisée en santé universitaire, avec dépendance de toute une équipe interdisciplinaire qui est souvent syndiquée, les droits des résidents et des étudiants, ça devient vraiment impossible d'offrir des services, après 5 heures. Et même au niveau de l'accès, l'hôpital de jour gériatrique, ça finit à 4 heures. L'hôpital, pour quiconque connaît l'établissement où je travaille, à Sunnybrook, c'est énorme. C'est un campus de 1200 lits. En fait, c'est difficile, même pour une personne âgée, d'avoir accès au stationnement et même pour les aidants naturels de se rendre à l'hôpital. Alors, je pense que des choses comme des crédits d'impôt, ça serait une façon de supporter les aidants naturels. En ce moment, les enveloppes budgétaires dans les hôpitaux et même en communauté ne sont pas suffisants. En ce moment, dans l'établissement où je suis, en foyer de longue durée, comme j'ai dit, qui a une très bonne réputation, il n'y a même pas de soutien administratif. Alors, pour les gens qui travaillent. Alors, si on veut aider les aidants naturels à amener leurs parents en dehors des heures, élargir les heures, il faudrait vraiment augmenter les enveloppes budgétaires pour donner plus, qu'il y ait plus d'employés
Et en ce moment, les gouvernements sont en déficit et en fait, ils coupent sur le système de santé. C'est très malheureux. Je pense qu'il va y avoir plus d'appétit pour des crédits d'impôt. Ouais. J'abonde dans le sens de mes collègues. Je pense que c'est la problématique, c'est peut-être pas tant les rendez-vous à des heures qui pour le proche qui est encore à l'emploi ou peu importe qu'on vienne pas, c'est ce qui est mis autour pour soutenir ce proche-là. Au Québec, il y a maintenant une politique pour les personnes proches aidantes. Possiblement qu'il faudrait la bonifier et c'est pas parfait évidemment, mais je pense que c'est un peu structurel plutôt que l'heure du rendez-vous. Puis Sandra le mentionnait tantôt, et ça dépend, c'est pas une règle pour tout le monde, mais souvent la collaboration ou même la fatigue avec ou sans trouble neurocognitif pour la personne âgée, c'est souvent mieux plus tôt dans la journée. Donc, je pense que la problématique, c'est la façon qu'on soutient les gens qui soutiennent davantage que l'heure du rendez-vous en tant que tel. Mais je comprends tout à fait le défi, puis souvent les personnes proches aidantes d'une personne âgée ont aussi des enfants, puis tu sais ça devient ça charge notre horaire, ça devient complexe la gestion de tout ça. Je pense par contre que pour toutes les raisons qui ont été nommées par Dr Norris, Dr Verdon, Madame Mallette juste avant, je pense que c'est important. C'est ça. J'ai l'impression que c'est davantage qu'il faut mettre autour pour soutenir les personnes proches aidantes qui serait plus possible qu'un changement de l'ouverture de rendez-vous le soir. Ce serait extrêmement complexe en effet, puis peut-être pas bénéfique pour la personne qui a besoin du rendez-vous aussi. D'accord. Comme on approche de la fin, on va prendre deux petites dernières questions. Petites, on va voir. Tout d'abord, comment évaluer la douleur chez les personnes ayant un trouble neurocognitif majeur? Comment faut-il s'y prendre? Ça, je m'excuse, j'ai pris le... C'est une bonne question. Non, mais vous pouvez prendre la parole. Ça dépend du contexte, évidemment. Là. Est-ce que c'est une personne professionnelle qui demande ça pour, je sais pas, son CHSLD? Est-ce que c'est une personne proche aidante? Mais il existe quand même plusieurs échelles. Puis, tu sais, des fois, les personnes, effectivement, le questionnement est plus difficile ou même la personne, verbalement, s'exprime moins bien ou, en fait, même la douleur est vécue ou l'expérience de la douleur est vécue différemment. Mais il existe vraiment des échelles pour c'est destiné souvent aux professionnels. Je vous avoue que la question me fait réfléchir au fait comment on enseigne, comment on soutient les proches aidants, par exemple, qui accompagnent une personne qui vit toujours à domicile. Et j'ai pas la réponse. Probablement qu'on peut enseigner les principes de ces échelles-là, mais il existe des choses. Puis c'est important effectivement d'y réfléchir parce que la personne va exprimer différemment plus qu'on va avancer dans une maladie ou dans un trouble neurocognitif. La personne dira pas j'ai mal à 7 sur 10 à la cheville, sous forme de brûlure, puis donc effectivement faut adapter notre évaluation. Donc il existe quand même plusieurs outils. Je pense qu'on peut les adapter ou adapter l'enseignement pour la personne proche aidante pour qu'elle puisse identifier cette douleur-là, mais c'est vraiment une question, une réflexion importante. Quelqu'un d'autre à ajouter? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui. À l'hôpital, on utilise des échelles analogues visuelles qui ont été validées quand je suis au chevet des patients qui ont des problèmes neurocognitifs, je peux utiliser ces petites échelles-là qui utilisent des cartogrammes pour illustrer comment le changement de l'expression faciale peut être utilisé pour juger de l'état de douleur ou non et aider à gauger le choix des médicaments ou la dose du médicament. Alors, on met ces petites échelles-là qui ont des petits pictogrammes avec différentes expressions faciales pour aider à jauger de la douleur, puis essayer de lire sur l'expression faciale de la personne son état de douleur et guider le choix des médicaments, la dose des médicaments en utilisant cette échelle visuelle analogue.
Pas de commentaire, on utilise les mêmes outils, oui. D'accord. Moi, je trouve ça super intéressant parce que nous, au niveau bucco-dentaire, on n'a pas tant d'outils de développer. Donc, c'est peut-être sur quelque chose que nous, on va devoir travailler là. Maintenant, ça me fait peut-être réaliser ça qu'on est peu outillé au niveau de grille d'évaluation ou de tout ça. En bucco-dentaire, la gestion de la douleur, comme je disais là, tantôt, c'est quelque chose qui est très difficile, surtout de cerner la cause exacte de la douleur au niveau bucco-dentaire. Souvent, pour trouver la cause, il y a des tests diagnostiques qui doivent être faits. C'est surtout l'interprétation de ces tests-là qui nous dictent là, le soin qu'on a besoin. Et souvent, on a besoin justement de la collaboration du patient ou du moins des indicatifs du patient. Quand il est en difficulté de s'exprimer, disons, ça tend plus difficile notre diagnostic précis de ce côté-là. Et le soin aussi est un petit peu plus difficile aussi à faire dans certaines circonstances, dépendamment de sa condition de santé globale, dépendamment de la médication qui est prise aussi. Donc, parfois, on veut intervenir, on veut soulager la douleur, mais par contre, sa condition ne nous permet pas d'intervenir pour X raisons, parce qu'il est instable au niveau du diabète, il y a une arythmie cardiaque instable, donc faire une extraction peut causer plus de tort. Donc la notion du soin requis aussi c'est une question là qu'on pourrait élaborer plus tard parce que c'est une grande question. Mais tout ça pour dire là que au niveau bucco-dentaire, on a du travail à faire de ce côté-là. D'accord. Parfait. Bien, dans ce cas-là, passons à notre dernière question. Selon vous, est-ce que les soins à domicile sont suffisamment structurés dans votre pratique, donc dans votre domaine, et est-ce qu'ils le seront dans le futur? Oui, ça c'est un domaine, c'est criant. Le besoin est criant. Hein? Alors, on a nos politiciens qui annoncent toutes sortes de foyers de longue durée, puis d'investissements de plusieurs millions de dollars pour des structures de foyers de longue durée, alors qu'on pourrait plus rapidement assumer les besoins en augmentant les soins à domicile, ce qui demanderait un investissement en ressources humaines et un investissement dans la formation des ressources humaines. On a vu pendant COVID comment est-ce que les politiciens ont vraiment augmenté les ressources pour recruter des personnels. Alors, c'est quelque chose qui peut être ajusté beaucoup plus rapidement que de construire des infrastructures de foyers de longue durée. Alors, il faut se demander, la motivation des politiciens, qu'est-ce qui les motive? Hein, les contracteurs qui font des structures architecturales en béton, ou bien vraiment remplir les besoins de la population qui demande du support à domicile. La préférence des personnes âgées, c'est de vivre à domicile, mais dans un état économique où les proches aidants doivent aller au travail, il faut pouvoir déployer des ressources humaines à domicile et il y a un gros manque. Je pense que au niveau politique, il y a plus d'intérêt à offrir ces services-là au privé. Mais si on les offre au privé, c'est qu'il va falloir que les aidants qui ont besoin de ces services-là achètent ces services-là. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il va y avoir des structures d'assurance, soins à domicile qui vont être développées pour pouvoir combler ces besoins-là? Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'offres pour répondre à l'ensemble des besoins qui vont varier selon les personnes qui vont être interpellées. Si je peux poursuivre, avant de poursuivre, en fait, avec ma réflexion, il y a des endroits où il y a d'excellents soins à domicile. C'est jamais parfait, évidemment, il y a toujours place à amélioration. Je pense notamment le CLSC Verdun qui a un programme de soins à domicile qui est quand même reconnu. Ceci étant dit, je pense que personne va être surpris quand on répond, la réponse est non, là. Est-ce que l'offre est suffisante? Et puis, il y a quelques mois, dans le cadre d'un appel de mémoire pour un programme Vivre et vieillir ensemble, on avait discuté avec des étudiants et étudiantes à la maîtrise, toujours avec Anne Bourbonnais d'ailleurs, qui est à la tête d'une chaire de recherche
Puis, une des personnes présentes disait, en fait, racontait une expérience personnelle, puis disait, en fait, que sa proche, elle était pas assez malade pour recevoir des soins, tu sais, à domicile. Donc, puis ça, c'est une problématique. Les gens peuvent avoir besoin de soins, mais pour avoir accès à des soins à domicile, doivent être plus avancés. Donc, dans le fond, on attend qu'ils soient davantage malades pour enfin leur offrir des services, alors que si on leur avait offert des services avant, ben ils seraient pas tant malades. Donc, puis tu sais, ça fait peut-être un peu le lien avec la prévention qu'on disait tantôt. Dans le fond, notre système, la façon qu'on gère l'offre de soins à domicile, en fait en sorte souvent que les gens deviennent plus malades parce que pour finalement avoir le droit d'avoir ce soin-là à domicile, ben on attend qu'ils soient davantage malades. Donc, c'est cette réflexion-là est importante à avoir, puis évidemment, c'est pas si évident, c'est pas si facile à changer, puis ça on le comprend, ça demande plus de sous, plus de ressources. Par contre, on est dans un système qui est plus centré sur la maladie que sur la santé, de maintenir des acquis. On est peut-être moins bon là-dedans, on va plutôt intervenir quand les gens sont malades ou très malades, alors que si on l'avait fait avant, ben ces gens-là auraient pas été malades ou très malades. Faut faire du pouce. Donc, moi, j'ai vraiment concentré, comme je disais plus tôt, là, ma pratique auprès des services à domicile. Je vous cacherai pas qu'il y a eu beaucoup de plafonds de verre qu'il a fallu que je défonce pour pouvoir offrir mon service parce que, justement, au niveau bucco-dentaire, il n'y a aucune structure, aucune organisation là, qui entoure la pratique dentaire mobile, plus particulièrement au niveau des soins à domicile. Ceci dit, je pense qu'il y a des volontés là, politiques. On le voit là, qui veulent quand même maintenir à domicile les personnes âgées le plus longtemps possible. Pour qu'est-ce qui est du soin bucco-dentaire, là, justement, j'ai travaillé en étroite collaboration avec l'Université McGill et le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de développer l'offre de services à domicile. Mais ça reste qu'il y a beaucoup d'enjeux. Veux pas, le bucco-dentaire, je le dis encore, c'est un domaine qui est privé, hein, donc avoir accès au dossier des patients, c'est un défi de tous les jours. Ça paraît peut-être pas, mais faire un soin à une personne qui est médicalement compromis, un soin bucco-dentaire, ça a des risques, que ça soit des risques au niveau bactérien parce qu'on brasse des bactéries à l'intérieur de la bouche qui peut aller pénétrer à l'intérieur du sang, causer des septicémies, des endocardites, etc. Que ça soit au niveau des saignements, il y a beaucoup de saignements associés aux interventions bucco-dentaires, comment gérer le saignement. Donc, c'est tout cet aspect-là, puis je le répète encore, la collaboration interprofessionnelle aussi en soins à domicile devient essentielle. Donc, que ce soit pour avoir accès justement au dossier du patient, avoir le profil pharmacologique. Bon, on a le DSQ, mais c'est pas parfait non plus. Mais c'est ça. Je pense il y a une volonté. Est-ce que c'est bien structuré? Ça l'est de plus en plus. Au niveau bucco-dentaire, est-ce que c'est parfait? C'est pas parfait. Mais je pense qu'on s'enligne vers quelque chose qui va être bénéfique là, pour tout le monde, mais ça a ses limites. On peut pas tout faire non plus à domicile. Surtout au bucco-dentaire, on n'a pas besoin juste d'un stéthoscope ou quelque chose pour prendre une prise de sang. On a besoin d'un compresseur, une chaise, une lampe, du matériel. C'est excessivement lourd. J'ai parlé beaucoup avec la ville de Montréal parce que je ne pouvais pas avoir de vignette universelle pour aller faire mes soins, il faut que je sois stationnée à proximité. Donc, tu sais, c'est les soins à domicile, c'est toute l'organisation. Le soin en soi, il est pas si compliqué que ça. Aller offrir le soin, je l'ai fait pendant 4 ans à domicile. Je suis capable de faire des extractions, je suis capable de faire des détartrages, je suis capable de faire de la prévention. Donc, le soin en soi, je dirais, est assez simple. C'est quand même une dentisterie de base et de première ligne. Donc, c'est pas quelque chose qui est de très compliqué. Par contre, l'organisation du soin, ça, c'est une bataille. Ça, c'est un chemin qui est long à avoir et que tout le monde doit être impliqué, que ça soit au niveau municipal, qu'au niveau gouvernemental, que ça soit au niveau de nos facultés de bien intégrer ces pratiques-là dans les curriculums. Donc, voilà. Parfait. Écoutez, je vais terminer avec une dernière petite question qui retouche peut-être le neurocognitif. Avec la montée des cas d'Alzheimer, comment
mieux les accompagner, comment mieux les gérer? La question s'adresse à tout le monde, bien sûr. Oui, docteur Norris? Non? Oui, supporter les accompagnateurs, c'est ce que j'ai entendu? En fait, c'est comment les gérer et mieux les accompagner. Donc, plutôt vous, comment accompagner une personne qui souffre d'Alzheimer dans ses traitements? C'est peut-être un peu lié à la neurocognitivité, mais sinon. Oui, alors, moi, je travaille beaucoup avec les aidants naturels. Parce que surtout, en tant que spécialiste, j'ai pas le bénéfice d'une relation de longue date qui peut amener la confiance. Alors, ma façon d'avoir gagné la confiance du patient, c'est vraiment de montrer ma collaboration avec les aidants naturels, avec les médecins de famille, en me rendant sur place. Et ça m'a donné beaucoup plus de succès. Il y a beaucoup moins d'évitement des rendez-vous, par exemple. Comme gériatre spécialisé, je vois des patients qui sont très compromis. Non seulement ils sont âgés, mais ils ont un fardeau médical, des comorbidités, plus de médicaments. Alors, je mets moins d'emphase sur la prescription de médicaments pour avoir un impact sur la mémoire ou sur l'attention. Souvent, mon rôle, ça va être enlever les médicaments qui sont excessifs, enlever les médicaments qui peuvent impacter la pensée de façon négative, soigner la haute pression, gérer l'apnée du sommeil, adresser la surdité, adresser l'isolement, adresser le stress des aidants naturels, améliorer les interactions sociales, gérer l'humeur, gérer la psychose. Est moins fréquent que je vais donner des médicaments pour améliorer l'état cognitif parce que mes patients sont souvent trop compromis, ça va augmenter les interactions médicales, les effets secondaires. Alors, et souvent, ça va pas être la première chose que je vais faire. Hein. Il y a toute l'évaluation qui va prendre 1h30, 2 heures avec la prise du dossier, l'établissement de la relation de confiance. Et ça va prendre souvent 2-3 visites avant qu'on annonce on va essayer tel médicament pour améliorer votre mémoire, tel médicament pour améliorer votre sommeil, tel médicament pour gérer les hallucinations, les problèmes psychotiques. Alors, c'est pas l'approche de tous les spécialistes, surtout ici en Ontario. C'est pas rare qu'un spécialiste va faire seulement la consultation initiale. J'aime établir une relation de confiance. J'aime suivre les patients pour voir l'impact de mes recommandations. J'aime collaborer avec les médecins de famille, la famille, les infirmières pour voir les progrès. Alors, c'est mon approche, mais c'est personnel. Si je peux, je vais y aller de façon succincte. Et puis, tu sais, la question parlait de l'augmentation du nombre de cas. Puis les chiffres sont clairs. Hein, ça va continuer à augmenter le nombre de diagnostics de troubles neurocognitifs des communautés inclusives. Tu sais, on parle d'inclusivité, si on veut, dans différents contextes pour différentes populations, mais ça devrait s'appliquer aussi pour les personnes âgées ou les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. Des rues sécuritaires, des infrastructures qui sont pensées pour ces personnes-là, c'est-à-dire, je sais pas, là, je vais au centre d'achat ou à l'épicerie, ben les produits de base sont pas placés à 14 km en arrière, qu'il faut marcher à peu près pendant 1 heure pour s'y rendre. Des humains disponibles dans les commerces ou les centres de soins pour en cas de problème. Puis quand je parle d'humains, c'est par exemple, on parlait d'Internet tantôt, les gens sont de plus en plus habiles pour ça, mais ça peut être aussi un obstacle quand, par exemple, pour avoir un service, faut que j'utilise exclusivement Internet ou faut que j'appelle puis que je peux pas parler à un humain. Il faut que je fasse 2, 6, 3, que je laisse un message. Les gens vont s'isoler, vont dire OK, laisse faire, là, j'irai pas à mon cours de yoga, c'est trop compliqué m'inscrire. Ou bref, puis c'est plus large que ça, là, des communautés inclusives, mais de penser notre monde, notre société pour inclure ces personnes-là. Puis ces personnes-là, c'est des gens maintenant qui en ont besoin, mais c'est aussi vous, moi, mes enfants dans le futur. Donc
parce qu'il va y avoir tellement de cas, il faut penser dans un optique d'inclusivité. Est-ce que quelqu'un m'a rajouté quelque chose, peut-être du point de vue pharmaceutique? Moi, je travaillais souvent avec la famille, les aidants naturels. Lorsque les patients étaient hospitalisés en gériatrie. Puis, je me suis déplacée quelques fois à la maison parce que il y avait peut-être pas d'aidants naturels. Puis, on avait la perception qu'il y avait pas mal de bouteilles de pilules qui étaient disponibles. Donc, pour aller faire un ménage, là, essayer d'aller voir là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, puis aussi, avec les intervenants du CLSC, il y a beaucoup d'interactions, puis poser les questions qu'on n'avait pas de réponse là, pour essayer d'avoir des réponses à ces questions-là. Puis, je vous dirais aussi que nos personnes âgées sont bons à l'Internet, là, puis j'ai eu en fait un cas que je me rappelle que le monsieur tous les semaines il s'achetait des bouteilles et des bouteilles de produits naturels, du zinc, du ceci, du cela là que moi je connaissais pas du tout là à un moment donné. Donc il y a tout ce volet là aussi que nos personnes âgées sont bons à l'Internet, sont bons à faire des achats. Puis souvent, ces listes-là ne sont pas connues, ces médicaments-là ne sont pas connus par les médecins et par les pharmaciens parce qu'on oublie peut-être de poser la question ou en tout cas. Donc ça, c'est des choses à pas oublier, là. Absolument. C'est l'automédication, en fait. Tout comme on avait parlé des médicaments en vente libre tout à l'heure, vitamines, Tylenol, voilà. Eh bien, donc, je remercie énormément Lise Couturier pour cette question. Écoutez, le temps passe tellement vite. Je suis désolée, on est déjà arrivé à la fin de notre rencontre. Donc, dans la zone clavardage, on va vous partager un court sondage qui prend maximum 1 minute pour recueillir les commentaires et les appréciations sur cette conférence. Je remercie énormément nos conférencières, un panel 100% féminin, même si c'est un hasard. Donc, Dr Norris, Madame Dano, Dr Verdon et Madame Mallette. Évidemment, un très grand merci à tous nos participants de s'être inscrits. On a eu près de 330 inscriptions, donc on vous apprécie énormément votre intérêt pour nous. Tout ça sans oublier notre TI qui nous accompagne en ce moment, tout particulièrement Guillaume, et bien sûr Rosalie Voisin, ma collègue qui s'est très bien occupée du clavardage et qui nous a partagé les questions à la fin de la rencontre. Donc, je vous encourage à vous informer sur nos prochaines conférences qui vont être organisées par le réseau des diplômés. Le lien Internet est très simple, réseau.umontréal.ca. Donc, c'était Solange Lemaitre-Provost pour le réseau des diplômés et donateurs et je vous souhaite à tous une excellente journée. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.